Pierre Weiss est professeur de biomatériaux à l'Université de Nantes. Il est également praticien hospitalier en odontologie conservatrice. Il est actuellement directeur du laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire à l'INSERM. Il est aussi vice-doyen recherche de l'UFR d'odontologie. Ses thématiques de recherche portent sur l'ingénierie tissulaire du squelette avec la conception et la mise au point de biomatériaux et de substituts osseux injectables. Une quinzaine de brevets sont issus de son unité, avec de nombreux transferts dans l'industrie et les applications cliniques. Il est depuis peu coordinateur d'une fédération de recherche régionale qui regroupe 11 équipes de recherche. Nous l'écoutons nous présenter les biomatériaux pour la régénération du squelette. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, simplement une toute petite rectification. J'ai été effectivement directeur de l'unité LIWAD, Laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire. Maintenant, je suis responsable d'une équipe dans une unité plus grande qui s'appelle Hermès et qui est dirigée par Jérôme Guicheux avec deux équipes, une équipe qui fait de l'os et une équipe qui fait du cartilage et du disque intervertébral. Nous sommes situés à Nantes, sur le site de l'Hôtel Dieu, et c'est tout le premier étage ici de ce bâtiment et dans les sous-sols. Alors, s'il veut bien, ça serait parfait. Voilà. Donc, nous intéressons dans mon équipe à la régénération du tissu osseux, hein. Comme vous le savez, le tissu osseux, le squelette en général est constitué d'un certain nombre de d'os, hein, plus ou moins complexes, avec des os longs, des os plats, etc. Mais pour des gens intéressés par les matériaux, l'os est un formidable matériau composite, puisqu'il est constitué à la fois de matière organique, avec bien sûr des protéines, euh, enfin, des polysaccharides, des sucres, mais également du minéral, avec des phosphates de calcium. Et tout ça est arrangé du nanomètre finalement au micromètre, voire au millimètre. Et vous voyez ici toute l'organisation du tissu osseux. Mais c'est également, en plus d'être un matériau composite, un matériau vivant qui contient des cellules à l'intérieur du tissu, donc des ostéocytes, mais également des cellules à sa surface avec des ostéoblastes qui fabriquent le tissu osseux, mais également des ostéoclastes qui sont là pour aller grignoter la surface de l'os et permettre ce qu'on appelle un remaniement osseux. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est un tissu qui met du temps à se remanier, puisqu'il faut 10 ans pour changer complètement tout le tissu de votre organisme, tout le tissu osseux. C'est également un matériau qui est capable de se régénérer. Et si vous avez une fracture osseuse, par exemple, et si les berges ne sont pas trop éloignées, le tissu osseux est capable de se reformer avec un processus qui va permettre de repasser par le cartilage, ce qui est l'évolution, enfin, la partie embryogénique de la formation du tissu osseux. Puis, ce cartilage va se réossifier et redonner un tissu osseux physiologique. Donc nous, au niveau du laboratoire Hermès, nous intéressons à ce qu'on peut appeler la médecine 4R, qui correspond à remplacer, réparer, régénérer ou reprogrammer. Je vous ai donné quelques exemples dentaires, puisque je suis chirurgien dentiste au départ, cette médecine 4R. Remplacer, ben, on va remplacer un organe pour rétablir une fonction, là où il y a un appareil dentaire en plastique, comme peuvent avoir vos grands-parents par exemple. Mais on est là aussi pour réparer une partie de l'organe dentaire pour pouvoir permettre de nouveau la mastication. Là, vous voyez un ancien matériau qui est l'amalgame d'argent, qui est de moins en moins utilisé actuellement, mais qui permet de restaurer le volume de la dent et de permettre donc la fonction d'être établie pour pouvoir de nouveau mastiquer. Mais on est également capable de régénérer un tissu. Et donc là, vous voyez une membrane qui va séparer ici le tissu gingival du tissu osseux. Comme le tissu gingival pousse très vite, en général, il empêche le tissu osseux de se régénérer. Donc on met une membrane qui va séparer les deux. Et l'os va pouvoir repousser à l'intérieur de la cavité après avoir nettoyé cette cavité, bien entendu, cette cavité parodontale. Et maintenant, on est de plus en plus vers la reprogrammation, c'est-à-dire qu'on va demander à une cellule locale de fabriquer une protéine spécifique pour permettre la régénération du tissu osseux. Alors remplacer, ben, il y a plein de matériaux qui servent à remplacer, hein. Je pense que vous êtes meilleur que moi là-dedans. On a des matériaux composites, on a des matériaux métalliques, on a également des céramiques, ici comme vous voyez sur des couronnes céramiques.
au-dessus d'un implant en titane. On est capable maintenant de recréer des organes complexes, hein. Donc ça, c'est le Carmat qui a été mis au point en partie à Nantes. Vous voyez ici une prothèse totale de genou, des prothèses totales de hanche. On est également capable de faire des exosquelettes pour permettre à la fois de remplacer le plâtre lorsqu'on a une fracture, mais permettre y compris de remplacer une main en 3D printing pour pouvoir remplacer la fonction de préhension. Dans la réparation, ce qui compte également, c'est le contact du matériau avec le tissu. On a des matériaux qui sont exogènes, mais on a également des matériaux qui sont endogènes, qui vont être des implants, qui vont être en contact avec le tissu, soit le tissu cardiaque comme vous voyez à gauche, ou les tissus cardiaques, soit le tissu osseux comme vous le voyez ici, avec des vis et des plaques d'ostéosynthèse. Donc si ces matériaux sont dans l'organisme, bien sûr, le cahier des charges sera différent d'un matériau qui se trouve à l'extérieur, comme ici ce bridge dentaire qui sera au contact des tissus, mais de façon moins prégnante par rapport à un tissu qui est implanté dans l'organisme. Pour la régénération, on cherche à régénérer ad integrum, c'est-à-dire tel que le tissu était avant la maladie, ce tissu en utilisant des biomatériaux, mais également des cellules. Donc, pour la régénération du tissu osseux, principalement, on utilise des phosphates de calcium et des biovers. Les biovers vous seront présentés juste après moi. Et ce qui est important sur ces matériaux synthétiques, c'est de pouvoir contrôler à la fois le fait que ce matériau ressemble au tissu que l'on veut réparer ou régénérer, qui doit être complètement intégré au tissu en permettant la néoangiogénèse, la reconstruction osseuse par des cellules, principalement des ostéoblastes, et de pouvoir être y compris ostéo-inducteur. C'est ce qu'il y a de mieux pour la régénération osseuse, c'est-à-dire que si on met ce matériau sous la peau ou dans un muscle, il va être capable de donner des signaux aux cellules environnantes pour pouvoir refaire du tissu osseux, même si ce n'est plus dans le tissu osseux. Et tout ça pour permettre une régénération osseuse. Alors, dans notre domaine, deux grands types de matériaux synthétiques. Les céramiques, bah, vous le savez mieux que moi, hein, ce sont des poudres minérales que l'on va friter à haute température. Alors, qui dit fritage à haute température dit difficulté à y mettre des éléments organiques à l'intérieur, donc ça peut être la limite. Mais on peut également utiliser des ciments, où là on associe des poudres de phosphate de calcium qui vont pouvoir être dissoutes dans un liquide, puis reprécipitées dans une autre phase pour permettre un matériau dur et donc un ciment phosphocalcique. Enfin, on va pouvoir demander à des cellules on va pouvoir reprogrammer des cellules, soit par l'ADN, mais maintenant de plus en plus, grâce finalement au Covid, il y a quand même un élément positif du Covid, c'est qu'on a pu aller chez l'homme avec la technologie de l'ARN messager, et que grâce à ça, on est capable maintenant de demander à une cellule de fabriquer une protéine au niveau local, et on part sur ce genre de stratégie pour un certain nombre de régénérations, comme la régénération osseuse. Et un premier papier est sorti l'année dernière pour montrer que l'on pouvait effectivement demander aux cellules environnantes une fracture osseuse de fabriquer de la BMP2 en plus grande quantité grâce à l'ARN qu'on avait apporté en local sur le site opératoire. Donc on va s'intéresser aux biomatériaux pour la régénération osseuse. J'ai fait un certain nombre de choix parce que je ne peux pas vous montrer tout ce qui existe, mais principalement actuellement en clinique, on utilise l'os autologue, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez le patient au niveau de la symphyse mandibulaire, au niveau des os du crâne ou au niveau de l'ischio, de l'os pour être capable de le remettre sur un site où il manque du tissu osseux. Ça, c'est le gold standard, mais vous imaginez bien que si on est obligé d'aller chercher de l'os ailleurs, premièrement, ça allonge l'acte opératoire et deuxièmement, ça peut entraîner des douleurs et on ne peut pas en prendre non plus de grosses quantités. Donc on est allé après vers les allogreffes, c'est-à-dire qu'on va prendre du tissu humain mort, soit de patients qui ont été opérés, soit de cadavres, qu'on va traiter pour éviter le risque de contamination et pouvoir le réutiliser chez des patients. On est également allé chez l'os animal, donc la xénogreffe. On va prendre de l'os de vache, de bovin, de porc ou de chevaux. Le souci, c'est la transmission d'éléments non bactériens comme le prion, qui a été un gros problème à l'époque de la vache folle, mais qui est quand même également réglé actuellement. Mais on est allé de plus en plus vers les matériaux synthétiques
Pourquoi? Parce qu'on peut parfaitement contrôler sa structure, sa chimie, son design et qu'on peut adapter le matériau finalement à l'indication clinique. Alors nous, à Nantes, on travaille particulièrement sur les phosphates de calcium et vous verrez tout à l'heure la présentation sur les biovers. Pourquoi les phosphates de calcium? Parce que c'est la composition principale du tissu osseux, hein. Vous voyez ici la chimie, enfin la formule chimique de l'os minéral et de l'os dentaire. Vous voyez qu'elle n'est pas stoichiométrique, hein. Il y a des virgules parce qu'il y a des éléments, il y a des trous et des éléments qui viennent remplir ces trous et qui ne permettent pas d'avoir des cristaux stoichiométriques. Par contre, nous, au niveau de la synthèse, on est capable de faire de l'hydroxyapatite parfaitement stoichiométrique ou du bêta-phosphate tricalcium. Et on est également capable de mélanger les deux en faisant du frittage de deux poudres ou en faisant des précipitations contrôlées pour obtenir du biphasique calcium phosphate qui a l'avantage d'associer l'hydroxyapatite au bêta-TCP. L'hydroxyapatite étant très stable, le bêta-TCP étant plus soluble, ben, finalement on associe la vitesse de dissolution en faisant des compositions variables entre ces deux cristaux. Le phosphate de calcium, ce n'est pas une seule composition. Là, vous voyez toute une liste de phosphates de calcium possibles, hein, avec des chimies différentes. Et principalement, en clinique humaine, on utilise le bêta-TCP et l'hydroxyapatite. Et pour faire des ciments, on utilise l'alpha-TCP, donc une forme particulière du bêta-tricalcium phosphate. Une fois qu'on a la chimie de ces phosphates de calcium, on va pouvoir les designer en céramique. Donc, soit on fait des matériaux poreux, mais grossièrement poreux, comme vous le voyez à gauche, où on utilise du naphthalène pour faire de la porosité à l'intérieur de la céramique, hein. Juste avant de friter, on densifie les poudres avec dedans des poudres de naphthalène ou de sucre. Et après, une fois qu'on passe au fritage avec des paliers de fritage, on est capable d'enlever le naphthalène et de se retrouver avec des murs de phosphate de calcium, comme vous le voyez ici. Et après, on a la température ici de fritage entre 1050 degrés et 1300 degrés en fonction de la surface spécifique que l'on veut obtenir à la fin. Mais il y a d'autres techniques pour faire ça. Vous voyez ici des techniques où on a des poudres de polymère. Dedans, on y met des poudres de phosphate de calcium en suspension. Et ces poudres de phosphate de calcium en suspension vont dans tous les interstices. Après, on chauffe. Le polymère est pyrolysé. Il ne reste plus que le phosphate de calcium. Et on a une magnifique céramique très poreuse de phosphate de calcium. L'inconvénient de ce type de matériaux, c'est qu'ils sont très fragiles puisque la partie phosphate de calcium est très fine. Par contre, ils sont très bioactifs parce que les cellules peuvent passer très vite à l'intérieur. Donc finalement, on adapte la propriété mécanique et la bioactivité à l'application que l'on souhaite obtenir. Hop, excusez-moi. D'un point de vue design, on est parti dans les années 90 vers des substituts osseux injectables pour pouvoir faire de la chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire de ne pas être obligé d'ouvrir de façon trop importante le tissu humain pour limiter finalement l'inflammation liée à la chirurgie. Et donc, pour faire ça, on a commencé à faire des suspensions de phosphate de calcium, donc de particules de phosphate de calcium, dans un liquide visqueux pour pouvoir transporter ces particules de phosphate de calcium dans l'organisme. Puis les cellules de proche en proche vont de particule en particule et vont être capables de refabriquer de l'os, comme vous le voyez ici. Ça a été implanté chez le lapin et vous voyez bien en gris l'os qui a repoussé entre les particules de granules de phosphate de calcium. Le problème de ce type de matériau injectable, c'est qu'il n'a pas de propriété mécanique puisque c'est une suspension et donc il va pouvoir s'écouler. Et ça peut être un inconvénient. Pour régler ce problème, on a transformé, on a changé le liquide visqueux, soit en utilisant un ciment très résorbable, soit en utilisant un hydrogel qui va transporter les granules, qui va gélifier dans l'organisme et puis qui va être dégradé. Une autre façon de faire, c'est de faire des ciments phosphocalciques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va mélanger une poudre qui va se dissoudre, puis reprécipiter dans un matériau dur, comme le plâtre, et vous obtenez un ciment. C'est ce que vous voyez ici en C. On voit bien l'os qui repousse jusqu'à la surface du ciment. Par contre, il n'y a absolument pas de néoformation osseuse à l'intérieur du ciment parce que c'est un matériau dense. Pour pouvoir régler ce problème, il y a une quinzaine d'années, on a ajouté des particules de polymère qui vont se dissoudre grâce aux fluides biologiques et former des pores à l'intérieur du matériau.
et les cellules vont pouvoir, après injection puis durcissement du ciment, passer de pore en pore pour régénérer et fabriquer un nouveau tissu osseux. C'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez un pore et vous voyez du tissu osseux à l'intérieur de ces pores. Donc, pour résumer, voici ici le substitut osseux injectable qu'on a mis au point dans les années 90. Il y a plus d'une vingtaine ou trentaine de papiers sur ces substituts osseux injectables. Et vous voyez ici la repousse de ce matériau à l'intérieur du tissu osseux chez le lapin. Puis ça a été transféré à l'industrie. Une société qui était née de notre unité qui s'appelle Biomatlante a commercialisé ce matériau, d'abord distribué par un distributeur du dentaire, puis qui s'appelait et le matériau s'appelait MBCP Gel. Puis Biomatlante l'a distribué elle-même dans une marque qui s'appelle Inos, et c'est toujours utilisé par les praticiens actuellement. Du point de vue des ciments, je vous en ai parlé, donc on a des poudres de phosphate de calcium, principalement de l'alpha-TCP. On mélange avec un liquide, une solution aqueuse, on a une pâte plastique, puis on a une dissolution de la poudre, puis une reprécipitation en hydroxyapatite, et ça donne la densification et la reprécipitation à un matériau dur, un peu comme fonctionne le plâtre. Sur le marché, il y a de nombreux ciments qui existent qui permettent d'être utilisés en chirurgie orthopédique ou maxillofaciale. Le souci, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas macroporeux, ils sont microporeux ou nanoporeux, comme vous le voyez ici, mais il n'y a pas de place pour que les vaisseaux et les cellules puissent passer à l'intérieur de ce matériau. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on a pensé utiliser de la poudre d'HPMC, la même que le liquide visqueux dans le matériau injectable que je vous ai présenté précédemment, sauf que là, c'était de la poudre qu'on a mis dans la poudre du ciment, puis mélangé avec la phase liquide, et après mélange, et vous voyez qu'il y a de la porosité qui se forme à l'intérieur du ciment. Et cette porosité permet aux cellules d'aller de proche en proche dans les pores et d'envahir le ciment. L'avantage, c'est que là, on a un matériau dur qui a des propriétés mécaniques, alors qu'on ne l'avait pas dans le substitut, dans la suspension. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de porosité que dans une suspension, donc ça met un peu plus de temps à pénétrer le ciment. Donc, pour chaque type de matériau, une indication. Et ce matériau-là a été distribué par la société Graftis pendant une quinzaine d'années. Et vous voyez un peu le résumé. Donc, Inos MBCP ici, le poutis, pas de propriété mécanique, une solution visqueuse d'HPMC. De l'autre côté, un matériau solide avec une porosité à l'intérieur, injectable également, un ciment comme du plâtre. Les cellules peuvent rentrer à l'intérieur et on peut avoir de la régénération osseuse. Ça, c'était la société Graftis qui vient d'être achetée par la société Noracare, dont vous aurez la présentation juste après moi. On a été, entre guillemets, copiés, puisque on était les premiers à publier sur ce type de matériaux-là dans les années 90. Et maintenant, il y a plus d'une dizaine de matériaux sur le marché, de matériaux injectables, sous la forme de matériaux réellement injectables ou de poutis, c'est-à-dire malléables, que l'on peut mettre dans une cavité. Et la plupart des grands de l'orthopédie, du maxillofacial, ont leurs matériaux injectables ou leurs poutis. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, ça marche très bien dans des petites cavités, mais ça ne permet pas de régénérer du tissu osseux dans des grandes cavités ou alors pour faire de la position. Quand on perd les dents, l'os alvéolaire disparaît et pour aller mettre un implant, comme il y a un paquet vasculo-nerveux qui passe en dessous, bah, il faut avoir un certain niveau osseux. Et si vous avez plus ce niveau osseux, on ne peut pas mettre d'implant. Donc l'idée, c'est de permettre de la régénération complète là, du tissu osseux pour pouvoir après aller mettre un implant. Et c'est sur c'est nos sujets en fait de recherche actuels. Et pour faire ça, on essaye de faire de l'ingénierie tissulaire. Et pour faire de l'ingénierie tissulaire, ben, on essaye de se remettre dans les mêmes conditions où sont les cellules. Et donc, on va utiliser des hydrogels. Donc, qu'est-ce qu'un hydrogel? Principalement, un hydrogel, c'est un matériau solide, fragile et gorgé d'eau. C'est un réseau macromoléculaire dans lequel on peut trouver 90 à 98% d'eau. Voici quelques photos d'hydrogel. Ça, ce sont les nôtres, par exemple. Vous voyez qu'ils sont parfaitement transparents, translucides. Et ce sont des matériaux qui sont viscoélastiques, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement élastique comme un ressort, mais ils ont également un comportement visqueux comme un liquide visqueux. Et il y en a qui sont plus ou moins visqueux et d'autres plus ou moins élastiques. Tout dépend en fait du réseau macromoléculaire. Est-ce que ce sont des liaisons covalentes ou des liaisons physiques, le nombre des unes par rapport aux autres, et quelle est la taille de la nanoporosité de l'hydrogel, ce qui nous permet également de savoir comment va diffuser les nutriments
et peut-être des facteurs de croissance qu'on pourrait y mettre à l'intérieur. Donc, on a tout un ensemble de chimie des hydrogels. On peut faire soit de la gélation physique, soit de la gélation chimique, plein de chimie possible. Et donc, les ingénieurs, entre guillemets, qui travaillent sur les hydrogels, eh ben, ils ont un livre ouvert avec un alphabet qui peuvent faire travailler, mélanger, etc. Donc, ça permet à l'infini de faire des matériaux différents et contrôlables. Alors, dans le laboratoire, là, vous voyez des polysaccharides avec différentes fonctions. On utilise, nous, la click chemistry actuellement, c'est plutôt nouveau dans le laboratoire, et de façon historique, la silanisation. Et on a également fait un peu de photopolymérisation pendant quelques années, on continue à en faire également. Alors voilà ces hydrogels qui ont réticulé, et on peut également les mélanger avec des phosphates de calcium pour avoir un matériau qui est injectable, puis qui va faire un composite qui va durcir et qui va être utilisé dans l'organisme. Je vous ai montré ce polysaccharide qu'on utilisait au début, qui était l'hydroxypropylméthylcellulose. Le problème, c'est que c'est un éther de cellulose et qu'il est peu résorbable. Donc, on est allé vers des matériaux plus résorbables et on est allé vers l'acide hyaluronique, comme vous le voyez ici, qui est également un polysaccharide qu'on a silanisé pour obtenir un matériau visqueux qu'on va pouvoir mélanger avec un tampon acide. Et lorsqu'on neutralise le polysaccharide, donc l'achat silanisé, on a du temps, on a un matériau visqueux et on a du temps pour le mélanger soit à des cellules, soit à des biologics. Et puis après, on a une réticulation qui a lieu sans aucun agent de réticulation. C'est uniquement la variation de pH qui permet au silanol de polycondenser les uns avec les autres. L'avantage extraordinaire de ce système, c'est qu'on a pu contrôler parfaitement le degré de substitution des acides hyaluroniques. Et donc, on a pu faire des réseaux qui allaient de quelques nanomètres, comme vous le voyez là, à plus de 150 nanomètres. On a des réseaux qui vont en module d'élasticité de quelques centaines de pascals à plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pascals. Et on a des systèmes qui sont dégradables de quelques heures à plusieurs semaines. Donc on peut parfaitement contrôler, on a une véritable plateforme et on peut aller également faire des matériaux qui ont une stiffness qui correspond au cerveau jusqu'au tissu osseux. Et comme ça a été montré il y a quelques années maintenant, on peut contrôler la différenciation des cellules en fonction de la stiffness du matériau. Donc pour nous, ça ouvre des opportunités et des possibilités très, très intéressantes. On a après contrôlé également la dégradation. La dégradation in vitro ou in vivo est parfaitement également contrôlable de quelques heures à plusieurs semaines en fonction du type de chimie et de type de réticulation que l'on fait. Donc pour résumer ça, on a de l'acide hyaluronique avec différentes masses moléculaires, différents degrés de substitution et différentes concentrations. Et en fonction de ça, on contrôle la stiffness, le swelling ou la vitesse de dégradation, ce qui nous permet d'avoir des applications en ingénierie tissulaire, en drug delivery ou en cosmétologie, et donc un champ d'ouverture très important de ce type de matériaux. Là, vous voyez leur utilisation sous-cutanée chez la souris. Et vous voyez bien, après 21 jours, des comportements, ou 7 jours, des comportements très différents, où là, il faut 21 jours pour que les cellules rentrent dedans. Ici, il n'y a pas de cellules dans l'hydrogel. Ici, on a plein de cellules dès 7 jours à l'intérieur de l'hydrogel. Donc, on peut choisir la façon dont on fait. Et ici, simplement, le matériau qui existe sur le marché actuellement pour faire du comblement de rides, où là, on a une autre chimie, on a de l'acide hyaluronique, mais les cellules vont autour des matériaux et pas à l'intérieur. Donc, on a un comportement très différent. Pour finir, je vais vous parler du 3D, parce qu'actuellement, on va vers la construction d'implants personnalisés, faits en 3D et en bioprinting. On utilise principalement cette technique-là, qui est l'extrusion de fil, mais il y a plein d'autres techniques pour faire du 3D et reconstruire un objet en tridimensionnel. Ça, c'était les premières manips qu'on avait fait. On a des patients irradiés suite à un cancer des voies aérodigestives supérieures. Et ils font une séquelle qu'on appelle l'ostéoradionécrose, où ils perdent une partie de la mandibule. Pour pouvoir régénérer cette mandibule, on s'est dit on va aller faire une structure tridimensionnelle, macroporeuse, qui va avoir exactement la forme de la mandibule. Et donc, on est allé chez la brebis pour aller essayer cette stratégie, où on a fait un matériau là de céramique pure par cire perdue, où la céramique a remplacé les trous dans la cire et nous a permis d'avoir ce type de matériau
sur un gros matériau hein, de plusieurs centimètres cubes, avec un canal pour faire passer le paquet vasculo-nerveux à l'intérieur. Et on a une belle régénération osseuse que vous pouvez voir ici au niveau quantifié. Par contre, le problème, c'est que ce matériau se fracture parce qu'il est fragile. Et donc, il a fallu aller vers des matériaux qui permettaient de supporter des contraintes mécaniques sans se fracturer. Simplement pour vous dire que c'est une technologie qui se développe actuellement dans l'industrie. Il y a déjà plus de 4 entreprises qui proposent aux praticiens des structures tridimensionnelles adaptées aux patients. Alors, pour pouvoir arriver à notre objectif de faire des matériaux moins fragiles, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a mélangé des hydrogels à des phosphates de calcium pour obtenir des matériaux hybrides, moitié minéral, moitié synthétique. Et pour ça, on a pris les précurseurs donc des ciments, des hydrogels et des viscosifiants. Et en associant les trois, l'hydrogel, le ciment et le viscosifiant, on a été capable d'obtenir un matériau qui est imprimable, comme vous le voyez là à droite, avec une pâte qui va pouvoir être imprimée pendant 2-3 heures, puis, et donc qui est auto-supporté, qui permet de faire de belles constructions. Puis l'hydrogel va cross-linker autour de la poudre, et on va pouvoir sécher cette poudre avant qu'elle ait réagi, et on a un matériau dur. Ah, mince. Excusez-moi, j'ai manifestement eu un petit souci. Ah, ah. Ça, c'est les inconvénients du direct. C'est pas grave, tu peux repartager parce que c'est Ouais. toujours activé. Attends, je réouvre Oh, réouvre ton PowerPoint. mon PowerPoint qui a planté. Je me remets dans la. Pourtant, je l'ai testé ce matin, je l'ai même utilisé, ça posait pas de problème. Et pourquoi là? Non, mais c'est pas Hop, très grave. voilà. Tac, Est-ce que vous voyez ma présentation là ou pas? Non. Non. Ah. Tac, ah, ça y est. Zoom, OK, partage. Voilà. Voilà, Bon c'est bon. là? OK. Merci, c'est bon. Donc, je vous disais, l'hydrogel va cross-linker, va maintenir la poudre, et on va pouvoir garder un matériau stable, dur pendant des mois. Puis après, on le remet dans une solution, il va se réhydrater, et comme vous le voyez à droite, il est élastique. Et donc ça, c'est très, très important pour les chirurgiens, parce que ça va les permettre de les mettre dans des cavités contre-dépouille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ouvertes, et même fermées. On va pouvoir l'enfiler à l'intérieur de la cavité, puis après, il va durcir grâce à la prise du minéral. Et donc là, vous voyez bien, alors on a testé différentes formes hein, de matériaux, on les a testés après en mécanique. Là, vous voyez le matériau une fois qu'il a durci avant la prise du ciment. Donc vous voyez ses propriétés de rupture, enfin de déflexion, de déformation à la rupture, qui sont faibles, hein, le matériau est assez rigide. En deux, vous voyez lorsqu'il a été réhydraté, donc il se déforme de façon très importante. Puis en trois, il a durci et on voit ses propriétés de déformation qui sont plus faibles, mais qui sont meilleures que le matériau de départ. Et donc, je ne vous ai pas montré là la mécanique, mais c'est pareil, à la mécanique, on a de très très bonnes propriétés. Donc après, on est allé chez un patient et on a commencé à faire des patients chiens. Ce sont des chiens qui ont des fentes palatines et qui normalement sont voués à être euthanasiés, mais les éleveurs préfèrent les garder. Et donc, on a lancé un appel d'offres pour pouvoir soigner ces chiens à l'école vétérinaire. Et donc, on a soigné une quinzaine de chiens maintenant, comme vous le voyez. Là, c'est juste après l'intervention. Donc, d'abord, avec le scanner, on regarde quel est le défaut osseux. Puis, on choisit de faire le 3D printing en accord avec le chirurgien pour le design que l'on teste. Puis après, on implante le chien, comme vous le voyez là. Et vous voyez le petit chien là, 12 mois après son implantation, il n'a plus de bec de lièvre, il n'a plus de fente alvéolo-palatine et il se porte très bien. Et il y a une quinzaine de chiens qui ont été opérés. Je vous montre simplement ce cas-là, le même. Vous voyez ici le défaut au scanner.
Vous voyez ici la reconstruction qu'on discute avec le chirurgien avant de pouvoir faire le matériau implantable. Et vous voyez le matériau là, de phosphate de calcium avec l'hydrogel qui a été reconstruit avec sa forme très complexe. Et l'intérêt majeur de ce système, comme vous le voyez, c'est qu'il est parfaitement flexible, élastique avant son utilisation. Et lorsqu'on l'a en bouche, on peut également le découper si jamais on souhaite enlever une partie parce qu'on n'avait pas prévu ça. Eh ben, il est parfaitement découpable, ce qui est impossible à faire avec un matériau céramique. Voici les résultats après en imagerie. Vous voyez ici la porosité, l'emplacement parfait du matériau. Et ce qui est également pour nous extraordinaire, c'est que la dent repousse à l'intérieur du matériau lors de l'évolution du chien. Et donc, ça n'est pas un obstacle aux bourgeons dentaires et elles reviennent en place. Et le tissu osseux reprend sa place à la place du matériau implanté. Et là, vous voyez des biopsies qu'on a fait. On voit bien le tissu osseux qui est au contact du filament de phosphate de calcium avec l'hydrogène à l'intérieur. Voilà, donc pour conclure, on évolue fortement pour aller vers de la médecine personnalisée, entre guillemets, où on fait des associations de matériaux pour faire de l'additive manufacturing, pour faire également du 3D bioprinting, où on met des cellules là à l'intérieur des hydrogels pour aller faire de la régénération. On fait de l'ingénierie tissulaire, là c'est du cartilage. On fait également de la thérapie cellulaire assistée où on met des cellules dans des hydrogels pour les protéger du système immunitaire. Et pour ça, on a fait de l'infarctus du myocarde et on fait du côlon irradié. Et on a montré qu'on pouvait diminuer la séquelle fibrotique en utilisant des cellules qui sont encapsulées dans des hydrogels. On fait également de plus en plus de drug delivery, c'est-à-dire qu'on va mettre des molécules à l'intérieur de nos systèmes pour être libérées et pour orienter finalement la différenciation des cellules. Mais on fait également des mousses. Actuellement, on a, vous voyez ici, des mousses de ciment qui ont été mises au point et qui permettent également une régénération osseuse beaucoup plus rapide. Voilà, je vous remercie. Désolé pour ce petit couac au milieu, mais j'ai fini ma présentation. Merci Pierre pour cette présentation très claire et qui donne beaucoup d'espoir hein, pour le futur de la régénération osseuse. On peut prendre quelques questions des spécialistes du domaine. Bon, moi, j'avais une question. Est-ce que, il y a un traitement possible pour l'ostéoporose? Alors, l'ostéoporose, c'est effectivement une question auquel on s'est attelé il y a quelques années. En fait, c'est une maladie générale quand même, l'ostéoporose, Mm. donc qui touche toute l'ossification. Et à une époque, on a effectivement pensé traiter avec des ciments chez une femme ou un homme, mais principalement des femmes qui font de l'ostéoporose, qui ont une fracture du col du fémur. On sait que 20 à 40% de risque pour l'autre col du fémur. Donc on s'était dit, on va faire de la chirurgie préventive et on va injecter un ciment Mm. avec des biphosphonates à l'intérieur pour limiter la résorption de l'autre côté. Le problème, c'est de faire de la chirurgie préventive, c'est compliqué en France et dans la plupart des pays. Il faut attendre qu'il y ait un accident pour pouvoir traiter. Et c'est compliqué d'aller faire de la chirurgie. Donc, euh, donc finalement, c'était un des objets de Graftis, hein. Ils voulaient mettre ça au point et le mettre dans le commerce. Et finalement, ils ne sont jamais allés au bout. Je pense que parce que d'un point de vue réglementaire et conception, c'est trop compliqué d'aller faire enfin, de la chirurgie préventive parce que l'ostéoporose, tant qu'il n'y a pas eu de fracture, et bien, en plus c'est une maladie générale, donc on va aller pas dans le rachis aller injecter des ciments, puis dans les cols du fémur. Le risque est trop important par rapport aux bénéfices puisque tout le monde ne va pas faire une fracture. Donc c'est pas si simple. Bon, dommage. L'ostéoporose, c'est plutôt un problème général, donc du médicament, que du traitement local. Nous, on est vraiment sur le traitement local. Et souvent, c'est un peu ciblé, c'est-à-dire c'est soit le rachis, Oui, soit c'est vrai. le fémur. Hein. C'est pas Alors toujours. peut-être qu'avec l'ARN, on va pouvoir aussi faire évoluer les choses, parce que là, Mm. ça sera des injections plus C'est vrai. fines, un peu moins envahissantes, et qu'on pourra localement, et là, on a une ANR actuellement, où effectivement, on encapsule de l'ARN messager, et on le libère avec des hydrogels en local. Donc ça, quand on aura fait la preuve du concept, et peut-être après aller chez des modèles animaux d'ostéoporose, là, il y aura Ouais. peut-être sûrement des choses à faire. Bien, merci. Une autre question? Moi, j'ai une question, mais elle s'adressera aux deux, donc peut-être qu'on peut laisser l'exposé de Marc, si tu veux bien, Sylvie. Oui, Et parfait. puis,
Oui, oui, tout à fait. On peut discuter Ouais. après de façon plus large. Merci Pierre, c'était vraiment Merci. très De rien. bien.